Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Pierre Petit. Bonjour. Bonjour David. Économiste et président des Cahiers Verts de l'économie, l'homme qui parle de tout. Pas du ballon d'or d'hier soir, on s'en fout un peu. Pourquoi pas? Messi, 6e ballon d'or. 10e ballon d'or, hein, et mérité. Hein? Mérité. Ouais, bah, en même temps, il y a qui d'autre? Il fait rêver. Toujours. Moi, il me rappelle l'Ajax d'Amsterdam quand j'étais tout petit. Ouais. Voilà. Bon, alors Voilà. nous, ce qui nous intéresse, c'est pas l'Ajax, c'est Trump. Pourquoi? C'est Trump. Parce qu'on a quand même cette nuit, l'administration, c'est pas lui en personne, qui riposte à la taxe GAFA française. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, c'est pas encore fait. Bruno Le Maire nous dit que ça pourrait l'être d'ici 30 jours. 100% de surtaxe sur 2,4 milliards d'euros. Alors, à l'échelle de la guerre commerciale américano-chinoise, on laisse finir, effectivement, c'est peanuts. Mais quand même, ça touche ce pourquoi on est bon. Le luxe, notamment champagne, sac à main, produits de beauté, fromage. On comprend bien qu'in fine, c'est du L'Oréal ou du LVMH qui est visé. On ne connaît pas encore une fois la date d'entrée possible. Il y a une marge. Enfin, on se dit que l'âge de guerre est déterré là, entre Trump et Macron, qui vont se voir aujourd'hui dans le cadre de l'OTAN. Mais on le savait, enfin, c'est pas vraiment une surprise. Oui, mais. Je veux dire, voilà, les gens ont l'air de découvrir le truc, mais il avait menacé déjà très, très clairement la France. Ce ne sont pas les boîtes américaines qui sont visées, enfin, je veux dire, non, mais, par cette taxe française. En fait, je pense que Trump, enfin, vous venez de le dire, 2,4 milliards, il s'en fout. C'est juste parce que, dans moins d'un an, maintenant, il y a l'élection présidentielle américaine. Et là, il fait d'une pierre deux coups. C'est-à-dire, il rassure effectivement les gens qui sont sensibles à ça aux États-Unis, c'est-à-dire en gros les agriculteurs, la filière agroalimentaire. Et les aussi, Américains le suivent toujours sur cette guerre commerciale? Ça dépend parce que, en fait, les Américains, il faut bien savoir que Trump s'en fout des Américains. Lui, il a un taux d'approbation global de 41-42%, et lui, il raisonne qu'en termes de grands électeurs, qui vont la variable clé qui va se révéler décisive le 3 novembre prochain. Les 3-4 États qui peuvent... Voilà, il y aura peut-être plus que ça quand même. Hein. Mais voilà, c'est ça qui compte. Et là, qu'est-ce qu'il cherche là? Il cherche à rassurer sa base et en même temps avoir une attitude un petit peu plus conciliante à l'égard de la Silicon Valley, la tech. Parce que là, il les protège aussi un petit peu. Donc là, il joue un coup politique, parce qu'il sait très bien que ces 2,4 milliards, ça n'a pas d'incidence. La France n'est pas un pays qui menace, et l'Europe même, qui menace la souveraineté américaine. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'arrogance comme en Chine sur le leadership technologique. Donc c'est toujours un message de politique intérieure qui est envoyé indirectement par Trump. Je pense qu'il faut beaucoup raisonner, quand on analyse Trump, il faut beaucoup raisonner par rapport à la politique intérieure américaine. Sinon, on risque de faire des erreurs. Ouais. Il fait une erreur, Bruno Le Maire, mais c'est normal sa réaction, encore une fois, ce matin. Parce que, jamais la France ne reculera, ces sanctions sont inacceptables. Et l'UE, l'UE ripostera fortement si besoin. On est dans le palabre, là. Mais bien sûr, bien sûr. Ça ne sert à rien, en plus, la taxe GAFAM. On a tout loupé, on essaye de rétropédaler de la ça ne sert à rien, mais vous comprenez que c'est normal que les GAFA ne payent pas le juste impôt en France et qu'ils ne financent pas les services publics et l'école de vos enfants. La priorité, David, c'est d'essayer au niveau mondial. Au niveau mondial et au niveau européen. Mais c'est ça non, le vrai sujet, c'est de poser le diagnostic. Pourquoi on a tout loupé depuis une trentaine d'années? Pourquoi on n'a pas de leadership technologique? C'est ça qu'il faudrait déjà regarder. Pourquoi on a regardé passer les trains? Pourquoi on a loupé l'histoire? Parce que je suis un petit peu plus âgé que vous, David. On a Dassault Systèmes. Nous, on a Dassault Systèmes. En 86, c'était l'acte unique. Et moi, je m'en souviens très bien. Derrière l'acte unique, le marché unique des biens et services, il y avait l'idée qu'on allait constituer des géants à l'époque, des champions face aux États-Unis et le Japon, parce que la Chine n'était pas véritablement présente à l'époque. Et ça, c'est un mensonge. Eh bien, LVMH, on a un champion là sous les yeux, regardez. Oui, mais vous voyez bien, oui, c'est un champion. C'est un champion, c'est une industrie d'avenir. Le luxe, c'est une industrie d'avenir, contrairement à... Parce qu'on pense toujours que les industries d'avenir, c'est la tech. Non, le luxe, au même titre que d'ailleurs les énergies renouvelables, la pharmacie sont, et je crois qu'on en parlait la dernière fois, sont des industries d'avenir. Donc on a raison. Simplement, le luxe n'a pas de potentiel d'augmenter les gains de productivité. Donc c'est une erreur finalement de la Commission européenne qui a toujours privilégié le consommateur et non pas le producteur, en empêchant d'avoir... des champions et d'avoir finalement... L'Europe a tout faux. Elle privilégie la contrainte, la régulation, le contrôle. Elle ne privilégie pas l'initiative, la puissance. Voilà. Elle est naïve, elle est complètement à côté de la plaque. Elle est toujours, plus il y a d'acteurs, elle est toujours en retard. Pour le consommateur. Mais le consommateur, oui, le vous niveau êtes pour de consommation. les oligopoles, vous, pour les duopoles dans mais il en faut chaque secteur. Mais il en faut dans l'histoire.
Alors, je suis pas... Alors, non, je suis contre les oligopoles dans tous les secteurs. Mais c'est ce qu'on a dans la tech américaine, c'est bien ce qu'on a. Oui, mais c'est des rendements d'échelle croissants. Alors, ça veut dire quoi, ça, pour le commun des mortels? Pour le commun des mortels, ça veut dire qu'il y a pas... L'idéal n'est pas une multitude d'acteurs. À un moment donné de l'émergence de ces nouvelles technologies, il y a besoin d'une certaine forme d'oligopolisation. Donc c'est pas la même chose que, effectivement, dans d'autres secteurs plus traditionnels. Donc on est dans des rendements d'échelle croissants et donc... Donc il y a deux sujets. Donc il y a un premier sujet qui est de se dire pourquoi est-ce qu'on a tout loupé? Parce que l'Europe n'a pas favorisé l'émergence de champions dans chaque secteur, dans la banque, dans les télécoms. Elle est naïve surtout, elle régule. Enfin, je veux dire, sur l'industrie bancaire, c'est une catastrophe. Enfin, je veux dire, l'industrie bancaire avait moins de responsabilités dans la grande crise de 2007-2008. On est tous d'accord. Hein. Eh ben, elle a régulé, elle a lancé un déluge réglementaire à l'encontre de l'industrie bancaire. Maintenant, vous avez une industrie bancaire européenne qui est quand même considérablement plus affaiblie que l'industrie bancaire. Avec des RE, des retours sur investissement, qui sont à 5%. Non, mais on compte que les banques sont hyper profitables. Les RE des banques européennes, c'est quoi? C'est 5% aujourd'hui. Oui, alors, c'est comme une utilities. Hein, oui, mais on a besoin, pour la compétitivité du territoire, de banques pas seulement solides, profitables, qui se développent, etc. Non, mais c'est ça qui compte. Non, l'autre sujet aussi, l'Europe est complètement naïve, elle est complètement à côté de la plaque. Et si vous voulez, la taxation des GAFA, on peut en discuter. Non, mais à l'échelle mondiale, c'est intéressant. On avait cru comprendre qu'au G7 à Biarritz, entre Trump et Macron, il y avait un accord de Trump en disant, globalement, oui, les Américains sont favorables à un accord mondial sur la fiscalité du numérique pour taxer à l'échelle de la planète. Vous avez la réponse, là. Pourquoi est-ce qu'il recule, Trump? Parce que ça, en fait, Trump est en train de reculer. Pour des raisons purement... Enfin, moi, je pense que ce sont des raisons purement politiques. Et l'Europe, elle s'arroge quoi comme pouvoir, là, quand je vois les déclarations de Le Maire que vous venez de signaler, le monopole de la vertu, de la morale. Voilà, moi je taxe les GAFAM, moi je mets en place des bonnes normes environnementales, moi je lutte contre les inégalités, moi je fais ceci, moi je fais cela. Mais quand vous n'avez pas tous les éléments de la... Mais non, parce que c'est totalement inefficace, vous n'êtes pas puissant. L'Europe n'a aucun des éléments de la puissance, c'est-à-dire au niveau politique, militaire, économique, commercial, financier, normatif, juridique. Commercial si, quand même, commercial si. Mais non, on est loin, mais non. Il faut retirer le commerce qui est réalisé à l'intérieur de la... oui, on est très loin. Il y a le seul véritable... On ne dit pas ça aux États-Unis, on ne dit pas qu'il faut retirer le commerce intra-État. Non, mais peu importe. Oui, mais c'est un État fédéral qui existe, qui est indéniable. Nous, on est d'une somme d'États. Non, mais indépendamment de ça, si vous voulez, même si on avait la puissance commerciale, de toute façon, on n'a pas tous les autres éléments. Donc, s'arroger le pouvoir moral quand on n'a pas les autres éléments de la puissance, ça ne sert à rien. Sauf pour des raisons politiques internes. Parce que comme ça, on peut dire, moi, j'ai lutté contre les Américains, moi, j'ai fait ceci, C'est la même chose sur l'Iran, si vous voulez. Les boîtes françaises ou les boîtes européennes qui sont implantées en Iran, elles n'en ont rien à foutre de ce que dit Merkel ou Macron. Elles écoutent Trump. Pourquoi? Parce que sinon, s'il y a des sanctions, elles ne vont pas avoir accès au marché américain. Le marché américain, c'est 335 millions de consommateurs. Nous aussi, le marché européen, c'est 400 millions. Justement, je vais vous raconter. 335 millions d'Américains, 340 millions de citoyens de la zone euro. Voilà. Sauf que l'Amérique, c'est 29% de la consommation mondiale. Et la zone euro, ce n'est que 15%. Et comment on l'explique? Comment on l'explique? Parce qu'il y a une sous-consommation en Europe, parce qu'on a des règles assez imbéciles d'équilibre budgétaire, enfin de moindre déficit public. D'équilibre à moins 3. Non, mais on a des excédents courants, non mais absolument totalement inefficaces. En Allemagne, notamment le pays cœur de la zone euro, de 7% du PIB. À quoi cela sert-il? À rien. Au contraire. Si au moins ce surplus d'épargne était affecté à des besoins européens constructifs pour l'avenir... Macron expliquait récemment que ces excédents-là servaient à financer le déficit public américain. Il a tout à fait raison. C'est dommage qu'il s'en aperçoive 2 ans et demi après son élection, mais mieux vaut tard que jamais. Tout comme quand il dit que le déficit public est à une norme d'un autre siècle. C'est en quoi il a tout à... L'Europe est menée par des règles de politique anachronique et elle est en retard permanent sur les événements. Je vais vous citer quelque chose qui était de la part de quelqu'un qui n'était pas du tout un économiste, qui était probablement la plus grande figure militaire du XXe siècle. C'est Douglas MacArthur. Vous savez ce qu'il disait sur les défaites militaires? Il disait que je ne connais que 2 mots pour qualifier les défaites militaires. Trop tard. Timing is crucial. On le sait tous dans la gestion d'actifs. Le timing est crucial, traduction. Oui, enfin, je pense que... voilà. Non, mais voilà. Et c'est fondamental. C'est fondamental. Sur le réchauffement, c'est pareil. Dans la bataille pour l'intelligence artificielle, c'est pareil. Pour les flux migratoires, il faut agir, il faut avoir une bonne qualité de diagnostic et agir très vite. Or, l'Europe est très lente.
très lente. On est à 27. Ben oui, mais voilà, il faut changer. Vous êtes pour les cercles, on passe à autre chose après, sur les Oui. cercles concentriques, il faut se réunir à plusieurs pour avancer sur des sujets Oui. sur lesquels on est d'accord. Sur le timing, tiens, puisqu'on parle du timing, Trump, il y a aussi ce timing qui se fait menaçant sur d'autres droits de douane envers le Brésil et l'Argentine. Là aussi, avec rétablissement avec effet immédiat de droits de douane de 25% sur l'acier, 10% sur l'aluminium brésilien et argentin, en disant, voilà, le président américain, il dit, pour le coup, sur Twitter, c'est ce qui a fait baisser les marchés hier, il dévalue massivement leur monnaie. Ça tient la route économiquement, ça ou pas? Non, puis je pense qu'avec le Brésil, ça m'étonnerait que ça tienne beaucoup, parce que Bolsonaro est quand même proche de Trump. Et Il paraît qu'il a été surpris par la oui, sortie. on est surpris par Trump en général, même ses collaborateurs sont surpris par lui, mais au global, je pense que... En plus, c'est pas un enjeu, c'est encore un enjeu encore moins important que vis-à-vis de l'Europe. Mais encore une fois, c'est ces batailles entre guillemets commerciales qui s'ouvrent avec les pays sud-américains, éventuellement avec la France sur les taxes sur les GAFA. On se dit, il envoie un signal aux Chinois. Est-ce qu'on se dit pas que c'est un billard à plusieurs bandes et il envoie aux Chinois le message en disant on a du mal à négocier, mais moi je suis toujours le tarifman. Vous avez tout à fait bien vu, c'est exactement ça. Et le vote du Congrès en faveur du respect de la démocratie et des droits de l'homme à Hong Kong, c'est exactement la même chose. Soutenu par Donald Trump. Et soutenu par Donald Trump, vous avez tout à fait raison, ce qui n'était pas forcément évident il y a encore quelques semaines. Et donc ça, c'est une pression, parce qu'il est indéniable que la République populaire de Chine, aujourd'hui, est considérablement affaiblie par ce qui se passe à Hong Kong. Et d'ailleurs, je crois que... Affaiblie d'un point de vue depuis 7 ans... diplomatique. Ah bah non, potentiellement économique aussi, parce que si jamais ça évolue très mal, il y aura des sanctions, il y aura des délocalisations massives de personnel qualifié et probablement de sièges de sociétés de Hong Kong. Donc ça va mettre sous l'étau Hong Kong pendant plusieurs années. Et il ne faut pas oublier qu'Hong Kong, c'est très important pour la Chine. C'est la base de la libéralisation financière du renminbi, par exemple. Ouais. Il y a les connects. Le renminbi, c'est le yuan chinois. C'est le renminbi, oui, c'est le yuan chinois. Et il y a un domaine où ils ne sont pas très puissants, les Chinois. C'est dans le domaine monétaire. Quand vous regardez le poids du renminbi dans les réserves de change par rapport au dollar, ils sont très loin. Parce que ce n'est pas une monnaie qui est internationalisée, c'est pour ça. Non, ben justement. Parce que pourquoi les États-Unis restent là, l'une des raisons pour lesquelles les États-Unis restent la première puissance, c'est parce qu'ils émettent la devise de réserve internationale. C'est pour ça que mes entreprises en Iran aussi, qu'elles soient françaises, etc., ne peuvent pas se couper du marché du dollar. Ben oui, mais c'est fondamental. Et le jour où la Chine sera... tiennent avec ça. Voilà, mais bien sûr. Et le jour où la Chine aura un déficit de la balance courante, ce qui est la loi de l'histoire normale, surtout quand on veut développer la consommation, etc., les services, eh bien, pour le financer, il y aura un sujet. Voilà, donc c'est extrêmement important ce qui se passe à Hong Kong. Et Hong Kong, actuellement, affaiblit Xi Jinping. D'ailleurs, je devrais dire que depuis 7 ans, c'est la première défaite de Xi Jinping. Enfin... Oui, une sorte de défaite. L'histoire n'est pas encore écrite, mais... Tout ça dans le bras de fer qu'on a, encore une fois, entre Américains et Chinois aujourd'hui, c'est ce qui se passe que Trump nous fait sur l'Amérique du Sud et vis-à-vis des Français. C'est un mauvais présage ou pas, encore une fois, dans l'idée d'avoir ce qu'ont acheté les marchés, ce pré-accord, cette phase 1 d'accord entre Américains et Chinois. On s'approche, Jean-Pierre, de la date butoir du 15 décembre. Oui. C'est important le 15 décembre. Oui, c'est les droits de douane. Il y a les grèves en France dans 48 heures et c'est important, évidemment, on en parle tous les jours ici, mais il faut rappeler que le 15 décembre, on saura si oui ou non Trump confirme ou abandonne une nouvelle salve de taxes, 160 milliards d'imports chinoises, qui sont des produits de grande consommation des Américains. Des produits de grande et là, moi, je me dis, c'est le moment de vérité dans cette affaire. Non, c'est pas le... J'ai tout faux. Avec Jean-Pierre, non, vous n'avez pas tout faux, mais ce que je veux dire, le moment de vérité... C'est un moment de vérité. Cette tension sino-américaine va durer des années. Trade war forever. C'est comme Brexit forever, parce que les gens pensent qu'avec la... Jean-Pierre forever. On peut le décliner. David, plus sûrement, je dirais. Bon. Prenez pas de risque. Non, parce que... non, simplement pour revenir sur Brexit, c'est parce que les élections du 12 décembre, c'est bien gentil, mais ensuite, il va falloir négocier l'accord les futures relations commerciales avant la fin 2020, etc. Donc, c'est pour ça qu'on va encore en parler. Il a une majorité, là. Boris Johnson. Ce qui semble être le cas, d'après les derniers sondages. Ça se réduit. Ça se réduit un petit peu. Et donc, la guerre commerciale, pour vous, donc... Oui, parce que c'est on en fait un feuilleton, on continue à en faire un feuilleton. En même temps, le 15 décembre, c'est important. Oui, non. Parce que là, non, mais c'est une date importante, je suis d'accord. Pour les marchés, surtout. On franchit encore un échelon, là, si jamais il allait au bout de cette taxation sur un gros morceau d'import consommé par les Américains, des produits qui sont consommés. Trump, pour accepter ce risque, à mon avis, Trump a difficilement les moyens. Parce que, vous savez, il y a une règle simple. Quand un président se représente avec une récession ou un très fort ralentissement, on va dire, parce qu'il n'est pas réélu. Et il n'a qu'un taux d'approbation de 41-42%. Donc même s'il fait des calculs au niveau des swing states, etc., c'est quand même très risqué de sa part. Et donc je pense que
du point de vue Xi Jinping et du point de vue de Donald Trump, ils ont plutôt intérêt à parvenir à un accord. Et puis après, la date du 15 Attends, vous dites en même décembre. temps, ils doivent, c'est leur intérêt mutuel partagé, aboutir à un accord. En même temps, vous me dites guerre commerciale forever. Oui, parce que c'est un accord qui sera de toute façon partiel et transitoire. Ouais. On ne va pas résoudre tous Pour les que problèmes. chacun puisse dire finalement. Voilà, et donner un sortir par le minimum haut. de lisibilité aux entreprises manufacturières très impactées par les grandes chaînes de valeur globale. C'est très important de leur donner de la lisibilité et de leur dire que les choses ne s'aggravent pas. C'est comme sur si vous voulez, sur les sanctions que vous mentionniez tout à l'heure, après la taxation des GAFAM, si vous voulez. Le tout, c'est que ça ne dégénère pas sur d'autres secteurs ou d'autres pays. C'est ça qui est important. Ouais. Les marchés ont fait ce pari d'un accord sur cette phase 1. Avant la fin de l'année, ça ne semble pas dans les bruits qu'on voit, on sent que c'est pas fait, quoi. Hein. Non, c'est pas fait, mais encore une fois, le marché, surtout, il price véritablement l'absence de spirale, de surenchère, etc. Je pense, à travers tous les contacts que je peux avoir avec les investisseurs, que personne ne se fait d'illusions sur le fait qu'on va résoudre tous les problèmes, et que ce soit avec Trump ou sans Trump d'ailleurs, puisque l'année prochaine ce sera peut-être pas Trump. Mais une mini trêve pourrait Oui, il faut donner quelques mois ou quelques trimestres de lisibilité aux acteurs. Ouais. En même temps, quand ils ont été surpris hier, les marchés, par encore une fois cette sortie, ces surtaxes sur les produits d'aluminium. Je vais vous dire une chose. Ouais. C'est à l'envers qu'il faut regarder les choses. Quand Trump voit que les marchés sont assez hauts et que la confiance est revenue, c'est là où il reprend les tweets. Rappelez-vous les tweets du 5 mai. C'est parce que le marché était... Le mec, il a une mémoire. Rappelez-vous, les tweets du 5 mai à 17h30. À 17h, oui, c'était un dimanche, je m'en souviens. Ouais, et alors, donc, c'est tombé sur toutes les news. Et à ce moment-là, il est revenu alors qu'il y avait eu un accord. Ah oui. Il y avait eu un accord, enfin un semblant d'accord le 1er décembre à Buenos Aires. Donc, je suis payé aussi pour avoir un peu de mémoire. Ouais. Et donc là, on a une surprise négative. Et vous avez une consolidation du marché de 7%. Donc à vous écouter, en fait, quand Trump se rend compte que les marchés sont assez hauts, les marchés actions sont assez hauts, il profite de cette situation. Il profite pour remettre un coup de pression politique. Pour mettre la pression sur la négociation avec les partenaires. C'est assez typique de Trump. Ouais. Moi, je lis Trump. Ouais, je vois ça. Non, mais juste... les marchés actions... Je suis passionné par Trump, mais je lis Trump. Les marchés actions ont quand même besoin de souffler. On s'est quand même pris... en 3 mois, 700 points sur le CAC 40. Oui, donc les marchés ont besoin de souffler quand même. Bien sûr. L'appétit pour le risque est très élevé. On a des indicateurs techniques qui montrent que l'appétit pour le risque, c'est-à-dire la confiance des marchés, le sentiment des investisseurs est très élevé. La valorisation du marché américain, qui reste quand même le marché directeur, est élevée. Elle est au-dessus des moyennes. Vous avez quand même un positionnement des investisseurs élevé en actions. Je ne parle pas des flux, je parle du degré d'investissement en actions des investisseurs individuels ou institutionnels américains, qui est très élevé. Donc ça rend la situation fragile. Et ça la rend notamment vulnérable à une mauvaise nouvelle exogène, du type négociation commerciale. Mais attention, parce que la macro va mieux. Je crois que la dernière fois, on l'avait un petit peu évoqué ensemble. Je vous disais qu'il y avait des sources de rebond. Hier, quand on regarde indice d'activité rassurant en zone euro, rassurant en Chine. Aux États-Unis, ça déçoit l'ISM manufacturier aux États-Unis hier. Il est en recul et ça montre qu'on est toujours en récession. C'est quand ça l'arrange. Non. Ne résumez pas, David. Oui. La conjoncture a un seul chiffre. Ça, c'est la pire des erreurs à faire. Le PMI, c'est simple. Ceux qui sont sortis hier, ce qui est frais. Les commandes de biens durables. Les commandes de biens durables sont remontées, l'investissement immobilier est remonté. La croissance évolue à environ 2% actuellement en rythme annualisé sur le 4e trimestre. C'est exactement le même niveau aux États-Unis. Exactement le même niveau qu'au 3e trimestre. Je ne vous dis pas que ça va durer éternellement, que ça va pas un petit peu baisser, etc. Mais fondamentalement, il y a des choses qu'il faut regarder aux États-Unis, notamment la baisse des marges, la pression à la baisse des marges. Ça, c'est très important au niveau global. Mais globalement, ça tient. Et puis la zone euro, et même indépendamment des 3 principales zones, c'est-à-dire États-Unis, zone euro-Chine, le PMI mondial est bien remonté. La diffusion, si vous regardez, c'est pas seulement le niveau de l'indice des directeurs d'achat manufacturiers qu'il faut regarder, c'est sa diffusion. C'est-à-dire le nombre de pays qui connaissent une hausse par rapport au nombre de pays qui connaissent une baisse. C'est très important pour la soutenabilité du processus. On est au plus haut depuis fin 2017. Les ventes de semi-conducteurs remontent au niveau mondial. La production d'acier baisse moins. En Asie de l'Est, l'Asie de l'Est, c'est très important parce que c'est vraiment la zone géographique la plus en amont du cycle manufacturier. Ce qu'on appelle les Early Cyclical Indicators. Si vous regardez les chiffres de production industrielle des pays d'Asie de l'Est, vous prenez les 3 derniers mois par rapport aux 3 mois précédents en rythme annualisé, ça remonte.
c'est pas énorme, mais ça remonte. Ouais. Donc c'est des petits signaux. Donc, ce qui confirme ce qu'on s'est dit il y a un mois, Oui. vous êtes passé, à savoir que le pire est passé après hier. Oui, il y a un petit rebond de l'économie. C'est pas exceptionnel, mais pour l'instant, il y a un petit rebond de l'économie mondiale. Mais malgré tout, on reste dans l'idée, on va se quitter là-dessus, que c'est quand même souhaitable d'avoir une respiration, d'avoir une petite correction quand même. Et puis, il y a quand même 2%, boum, hein, dès qu'il y a une mauvaise nouvelle sur le commerce, paf, on se prend 2%. Hein. Les consolidations et même les corrections sont un moyen de maintenir la dynamique future du marché haussier. Voilà. Et donc, ça fait partie. Alors après, il faut gérer le market timing alors, sur le plan tactique. Sur le plan tactique. Bah, nous, on était au Cahier Vert, on était très très prudents au début du mois parce qu'on considérait que nos indicateurs étaient quand même dans l'ensemble un petit peu inquiétants à court terme, et surtout que j'avais pas suffisamment de base d'appui fondamentale pour renforcer les actions. Il fallait plutôt alléger. Et là, il y en a un peu plus. Bah, là, on a eu juste un petit sell-off, c'est pas grand-chose. Hein. Ouais. Faut attendre Puis le 15 décembre. Vous venez de le dire, il y a quand même pas mal de news là, qui vont arriver, donc oui, absolument. C'est à digérer, on en reparlera tranquillement ensemble. Merci d'avoir été avec nous comme chaque mois. Jean-Pierre Petit, économiste et président des Cahiers Verts de l'économie. Merci, bye.